Imaginez mordre la main qui vous nourrit. Ou alors, imaginez la main qui vous nourrit, essayez de contrôler ce que vous pensez. C'est exactement le dilemme explosif qui déchire le cinéma français en ce moment. D'un côté, Vincent Bolloré et Canal+, le plus gros financeur privé du cinéma en France, et de l'autre, des milliers d'acteurs, réalisateurs et techniciens en colère qui voient leur liberté d'expression diminuer à cause du monopole grandissant de Canal+. Boycott, liste noire, procès pour discrimination. Aujourd'hui, c'est toute la polémique Zappé Bolloré qui a enflammé le Festival de Cannes 2026 que je vais vous expliquer dans cette vidéo, mais avant, générique. Let's go. Pour bien comprendre l'enjeu du mouvement Zappé Bolloré, qui fait grand bruit en ce moment, il faut d'abord savoir qui est Bolloré, dont le leitmotiv est « La France aux Français !» avec les richesses de l'Afrique. Il y a beaucoup de choses à dire sur le parcours d'enrichissement semé de cadavres de Bolloré, qui l'a malheureusement mené à un grand contrôle du monde médiatique, mais je vais devoir rester en surface afin que ma vidéo ne soit pas aussi longue qu'un film de James Cameron. Du coup, ne soyez pas surpris que je ne développe pas en détail la carrière de l'homme qui est actuellement le pire cauchemar du monde de l'audiovisuel. Vincent Bolloré est un milliardaire breton de 74 ans, donc autant vous dire qu'il se rapproche dangereusement des portes de l'enfer et non du paradis, et il est l'une des figures les plus puissantes du capitalisme français. Si il est aujourd'hui connu comme un magnat des médias très influent, souvent accusé de promouvoir une ligne éditoriale conservatrice, voire d'extrême droite, il vient à l'origine d'un tout autre univers. Bolloré n'est pas un self-made man parti de rien. Cependant, il a sauvé l'entreprise familiale de la faillite qui était les papeteries René Bolloré, que vous connaissez sûrement sous le nom de marque OCB, qui produisait les feuilles de tabac à rouler, des papiers pour sachets de thé et le plus surprenant au vu de son sens moral chaotique, le papier pour les bibles. En 1981, Vincent Bolloré, alors âgé de 29 ans, rachète l'usine familiale avec Judas, son frère, pour la somme symbolique de 2 francs. Pour sauver la société, il prend un virage industriel radical. Il utilise le savoir-faire de l'usine dans les matériaux ultra fins pour passer du papier au film plastique. L'entreprise devient alors leader mondial dans la fabrication de films polypropylène, utilisés notamment pour emballer les paquets de cigarettes ou les CD et des composants pour des condensateurs électriques. C'est ce pivot industriel réussi qui lui a permis de dégager les premiers bénéfices pour commencer à racheter d'autres entreprises. Le passage du plastique aux médias ne s'est pas fait en un jour, car Vincent Bolloré n'a pas simplement vidé les caisses de ses usines bretonnes pour s'offrir des chaînes de télé. Au contraire, il a bâti une stratégie solide en 2 temps. Et cela se traduit par des investissements extrêmement rentables en Afrique et une technique financière redoutable appelée la holding. Les bénéfices du plastique ont d'abord servi à racheter une entreprise de transport nommée SCAC, qui est une entreprise de transport logistique en 1986. À partir de là, Bolloré a construit un monopole colossal sur les ports et les chemins de fer en Afrique de l'Ouest, ce qui est extrêmement clonesque pour une personne qui prône le chacun chez soi via ses médias et ses animateurs d'extrême droite. Pendant des décennies, Bolloré Africa Logistique a été la véritable machine à cash du groupe. C'est cet argent massif généré par le commerce international et l'exploitation portuaire africain, pourtant en France il y a des ports mais bon, ça l'intéresse pas, qui lui a donné les moyens financiers de s'approprier des entreprises bien plus grosses en Europe, notamment dans les médias. Même avec beaucoup d'argent, racheter des empires médiatiques coûte des milliards. L'astuce de Vincent Bolloré repose sur une structure juridique appelée la cascade de holding. La finance, personnellement, ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais je vais vous tenter de vous expliquer en vulgarisant énormément comment, grâce à la holding, celui qui prône la France aux Français, mais qui a fait fortune principalement en Afrique, a pu s'approprier un empire médiatique jusqu'au cinéma. Le principe est simple, mais diaboliquement efficace. Il possède 51% de l'entreprise A. Il en a donc le contrôle total. L'entreprise A utilise son argent pour acheter 51% des parts de l'entreprise B. Il contrôle donc aussi l'entreprise B. L'entreprise B achète 51% de l'entreprise C. Et c'est comme ça, ainsi de suite.
Grâce à cet empilement, Vincent Bolloré peut contrôler une entreprise géante en n'ayant investi qu'une fraction du capital réel. Une fois son système de holding en place, il a appliqué une méthode que les analystes financiers appellent la méthode du passage clandestin ou du cheval de Troie. Première étape, contrôler la publicité. Bolloré comprend que pour contrôler les médias, il faut contrôler l'argent qui les fait vivre, la publicité. À partir de 2005, il rachète progressivement des actions de l'agence Havas et quand il détient environ 20% du capital, il exige des sièges au conseil d'administration, pousse le PDG vers la sortie et prend le contrôle de l'un des plus grands groupes publicitaires mondiaux. Deuxième étape, le lancement de Direct 8 en 2005. Lors du lancement de la TNT en France, qui signifie télévision numérique terrestre, Bolloré obtient une fréquence gratuite et lance la chaîne Direct 8, qui deviendra par la suite C8, qui diffusera la fameuse émission TPMP avec à sa tête le toutou des fachos, Cyril Hanouna. Troisième étape, en 2012, l'entrée très stratégique au sein de Vivendi. L'entrée de Bolloré à Vivendi, qui est un groupe français spécialisé dans la production de contenu et de divertissement, est un véritable coup de maître. Pour ce faire, il revend ses chaînes Direct 8 et Direct Star au groupe Vivendi, propriétaire de Canal+, mais au lieu de demander du cash, il se fait payer en actions Vivendi. Et c'est là que réside tout le génie de cette stratégie, car grâce à ça, il devient le premier actionnaire de Vivendi avec 5% du capital. Ce qui fait que désormais, le groupe lui appartient et qu'il conserve donc non seulement ses anciennes chaînes, mais aussi à présent tous les médias du groupe Vivendi, dont le tentaculaire Canal+. Quatrième et dernière étape, la prise de contrôle de Canal+ en 2014-2015. En utilisant sa position de premier actionnaire, Bolloré réclame la présidence du conseil de surveillance de Vivendi. Une fois nommé, il place ses hommes de confiance à tous les postes clés, évinçant ainsi les anciens dirigeants et augmente progressivement la part de son groupe familial dans le capital de Vivendi, qui est passé de 5% à 30% des parts, ce qui fait que Canal+ est à lui. En résumé, il a utilisé les bénéfices de ses ports en Afrique pour créer de petites chaînes de télé pas très chères qu'il a ensuite échangées contre des actions du plus gros groupe de médias français afin d'en prendre le contrôle de l'intérieur. Et c'est comme ça que Bolloré s'est retrouvé à la tête d'un immense empire médiatique. Du coup, comment Canal+, avec à sa tête Bolloré, impacte-t-il aujourd'hui le cinéma dont le mouvement Zappé Bolloré est né durant le Festival de Cannes 2026 ? Avant de savoir comment et pourquoi le contrôle de Canal+ sur le cinéma et toute autre production audiovisuelle pose aujourd'hui problème, il faut d'abord s'intéresser à comment est-ce que Bolloré a restructuré la ligne éditoriale de ses médias. En 2015, dès son arrivée à la tête du conseil de surveillance de Vivendi, Vincent Bolloré opère ce que les observateurs qualifient de grand ménage. L'objectif est de mettre fin au ton irrévérencieux et indépendant qui faisait la marque de fabrique de la chaîne Canal+. Pour cela, dans un premier temps, il a procédé à une forte censure. Par exemple, des émissions d'investigation réputées comme Spécial Investigation sont supprimées, protégeant ainsi ses alliés commerciaux ou politiques de documentaires dénonçant leur agissement. Vient ensuite, toujours dans une logique de censure, la mort des guignols. PPDA, Stallone, Chirac, Sarkozy, MC Solar, Johnny Hallyday et bien d'autres. Fin de carrière pour ces marionnettes qui ont fait la grandeur de l'émission Les Guignols de l'Info. Les Guignols de l'Info, qui était un symbole de l'indépendance de Canal+ par sa ligne éditoriale satirique et critique envers le pouvoir et les grands patrons, est d'abord passé en crypté avant d'être définitivement annulé. Et enfin, pour définitivement installer ses directives de censure, Bolloré a procédé à un remaniement des dirigeants et présentateurs historiques de la chaîne en les remplaçant par des personnalités qui n'hésiteraient pas une seconde à se transformer en porte-à-pote pour Bolloré. Bien que Canal+ ait subi de nombreuses transformations, la transformation la plus violente a eu lieu sur iTélé, la chaîne d'information en continu du groupe Canal+. En octobre 2016, la direction décide d'imposer à l'antenne l'animateur Jean-Marc Morandini, alors mis en examen pour corruption de mineurs aggravée. Pour la rédaction, c'est la provocation de trop. Les journalistes votent une grève massive pour exiger des garanties d'indépendance éditoriale et le respect d'une charte éthique.
Le bras de fer entre les journalistes qui possèdent encore une âme humaine et la nouvelle direction alliée des criminels dure 31 jours. Ça fait une semaine que ça dure maintenant, cette grève à la rédaction d'e-télévision, et ça semble être l'impasse totale. Et oui, la situation est extrêmement compliquée au siège de la chaîne d'information continue du groupe Canal+, où les salariés ont revoté ce matin la grève pour 24 heures. Alors, si la présence de Jean-Marc Morandini a cristallisé les tensions, les salariés ont tenu à rappeler tout au long de la journée que les revendications à leur mouvement étaient bien plus larges. Ils demandent notamment la signature d'une charte éthique, la nomination d'un directeur de la rédaction, la mise en retrait de l'antenne de Jean-Marc Morandini et surtout la définition d'un projet stratégique et éditorial clair et précis. Et leur colère est montée d'un cran ce week-end quand ils ont constaté que plusieurs bureaux avaient été déménagés et des affaires personnelles jetées pour faire place nette aux journalistes de Direct Matin, qui est une filiale de Bolloré Média, et des journalistes qui sont censés cohabiter avec leurs confrères d'e-télé. Alors, ajoutez à cela un changement d'enseigne sur l'immeuble, puisque le lieu s'appelle désormais la News Factory, sauf, Nicolas, que le haut de Factory est tout simplement tombé de la façade. Ça ressemble presque à un sketch, ça pourrait presque même faire sourire, sauf que non, ça nous fait pas rire du tout. Oui, c'est le haut qui tombe de la façade, ça peut nous faire rire, effectivement. Sauf que le bras de fer est loin de se calmer. Exactement, au contraire. En début d'après-midi, la direction a envoyé un communiqué que j'ai dû relire plusieurs fois pour être sûr de l'avoir bien compris. Un communiqué non signé d'ailleurs, et dans lequel on peut lire « La direction ayant pris acte de la poursuite de la grève annonce la suspension pour des raisons opérationnelles de Morandini Live qui reprendra dès l'arrêt de cette grève. » En clair, la direction attend la fin de la grève pour remettre à l'antenne l'émission Média, alors même que les salariés espéraient une mise à l'écart de Jean-Marc Morandini, mesure qui aurait quand même sans doute permis de reprendre le dialogue avec la direction, donc aucune avancée. Ce fut l'une des plus longues grèves de l'histoire de l'audiovisuel français, mais Vincent Bolloré ne cède de rien. Pire, il laisse la situation pourrir et propose à ceux qui ne sont pas d'accord de prendre des indemnités de départ. Résultat, près de 100 journalistes, soit environ 80% de la rédaction, quittent la chaîne. Vidé de ses journalistes historiques, iTélé est rebaptisé CNews en février 2017. La stratégie mise en place s'inspire ouvertement du modèle américain de Fox News, reposant sur deux piliers, le low cost et l'opinion plutôt que les faits. Faire des reportages sur le terrain en envoyant des journalistes à l'étranger pour réaliser des enquêtes sur place coûte très cher. C'est pourquoi CNews adopte un modèle économique ultra rentable, le plateau de débat permanent. Pour cela, ils mettent en place quelques caméras fixes, un animateur bourré de clichés racistes, invitant des chroniqueurs au professionnalisme douteux à réagir à chaud sur l'actualité et les coûts de production s'effondrent en même temps que le QI des Français moyens fidèles à cette émission. Pour créer de la friction, du chaos et des théories purement racistes, CNews abandonne la neutralité traditionnelle des chaînes d'infos pour miser sur l'opinion, le clash et la polémique. Pour organiser comme fait Trump avec ICE, des sortes de grandes rafles un peu partout, mais en organisant des grandes rafles, c'est-à-dire en essayant d'attraper le plus d'étrangers en situation irrégulière. Pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent... La chaîne donne une place prépondérante aux thématiques sécuritaires et identitaires, bien évidemment tout ça lié à l'immigration. En prenant le contrôle de plusieurs médias pour y diffuser un discours identitaire et pro-grand patron, Vincent Bolloré a réussi son pari industriel et politique, et c'est avec cette énergie que ce breton à la fortune en partie africaine veut s'attaquer au cinéma français. Le contrôle de Vincent Bolloré sur le cinéma ne se fait pas en rachetant des acteurs ou des réalisateurs, mais en contrôlant le robinet financier. En France, le cinéma est protégé par une règle unique au monde. Pour avoir le droit de diffuser des films peu de temps après leur sortie en salle, les chaînes de télévision doivent obligatoirement investir un pourcentage de leur chiffre d'affaires dans la production de films français et européens. De ce fait, en tant que première chaîne payante de France, Canal+ est de très loin le premier financeur privé du cinéma français. D'ailleurs, l'ironie veut que Canal+, qui affiche en France un racisme décomplexé sur ses chaînes télé, s'est fortement implanté depuis ces dernières années dans les pays d'Afrique de l'Ouest, solidifiant ainsi, avec l'argent des Africains, sa puissance financière pour dominer les médias mainstream qui insultent les Africains.
Franchement, mon peuple, je sais pas comment vous pouvez accepter ça. Après, vous vous étonnez que Kanye West sorte des dingueries comme ça. When you hear about slavery for 400 years, that sounds like a choice. Bref, pour en revenir à la France, sans l'argent de Canal+, plus de la moitié des films français n'existeraient pas, et ça, c'est très, très inquiétant. Pire encore, Vincent Bolloré ne fait pas que financer les films des autres, désormais, il les fabrique. Via Studio Canal, une filiale du groupe Canal+, Bolloré possède l'un des plus grands studios de production et de distribution en Europe. Studio Canal détient également un catalogue de milliers de films classiques tels que La haine, Clo-Clo, Orgueil et préjugés, Boîte noire et bien d'autres, qui génèrent des revenus constants. Avec autant de pouvoir et d'argent acquis, vous pensez que Bolloré allait s'arrêter au financement de la production de films? Vous vous doutez bien que non. Jusqu'à récemment, il manquait un dernier maillon à Vincent Bolloré pour son contrôle total sur l'audiovisuel, les salles obscures. Eh bien, sachez que maintenant, c'est chose faite avec la prise de participation du groupe Canal+, à hauteur de 34% du réseau des cinémas UGC, avec une option pouvant monter à 100% d'ici 2028. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. C'est ce que l'on appelle une intégration verticale totale. Désormais, Bolloré peut financer des films, produire et distribuer ses propres films en les projetant dans ses salles UGC et en les diffusant sur ses chaînes télé du groupe Canal, tout en faisant la promotion dans ses autres médias. C'est-à-dire qu'actuellement, en ayant toute la chaîne complète de diffusion d'œuvres audiovisuelles dans ses mains, Bolloré a le pouvoir de diriger le monde audiovisuel français comme Kim Jong-un dirige la Corée du Nord. Et c'est précisément ce pouvoir absolu qui terrifie aujourd'hui les signataires de la tribune Zappé Bolloré, car ils craignent que cet outil industriel ne soit utilisé par Bolloré et ses sbires pour censurer les œuvres qui ne s'aligneraient pas avec sa vision idéologique purement et simplement raciste, homophobe et bien d'autres. Nous sommes le 11 mai 2026, la veille de l'ouverture du 79e Festival de Cannes. Les acteurs, réalisateurs, producteurs et influenceurs marchent sur le célèbre tapis rouge du palais. La nuit tombante, la croisette s'apprête à faire la fête, mais un collectif anonyme baptisé Zappé Bolloré décide de changer l'ambiance en éveillant les consciences en publiant une tribune au vitriol dans les colonnes du journal Libération. Que dit ce texte? Il tire la sonnette d'alarme sur l'acquisition d'UGC par Canal+ et dénonce une concentration inédite des pouvoirs. Mais surtout, le texte ne prend pas de gants sur le plan politique. Il accuse frontalement Vincent Bolloré d'utiliser ces médias comme une machine à accélérer le fascisme et de faire peser sur la création française une menace idéologique d'extrême droite. Le collectif appelle le public à l'action directe, résilier les abonnements Canal+, rendre les cartes UGC et soutenir le cinéma indépendant. Au lancement, le texte rassemble environ 600 signataires issus du monde de la culture. Mais l'effet Cannes joue un grand rôle car en quelques jours, on assiste à un véritable effet boule de neige. La tribune franchit le cap des 3400 signatures et approchera les 5000 par la suite. Le casting des premiers signataires comporte Juliette Binoche, Adèle Haenel, Jean-Pascal Zadi, Kev Adam, oui, très surprenant, je vous l'avoue, Sandrine Rousseau et plein d'autres. Et la deuxième vague de signatures comporte un casting plus international avec les noms de Marc Ruffalo, Javier Bardem, Ken Loach et bien d'autres. Face à la bombe du collectif Zappé Bolloré, à Cannes, l'ambiance devient surréaliste. À chaque projection officielle, lorsque le célèbre logo noir et blanc de Canal+ apparaît à l'écran, une partie du public se met à huer copieusement le logo dans la salle obscure. Cet acte de rébellion est critiqué par d'autres en le qualifiant d'hypocrisie puisque tout le monde est là pour regarder des films financés par Canal+. En effet, le cinéma français n'est pas unanime contre le lever des boucliers envers l'empire Bolloré et très vite des voix discordantes se font entendre. Par exemple, l'acteur oscarisé, césarisé et blanc, ça a son importance, Patrick Chenet prend la parole à la télévision pour dire qu'il trouve le mouvement Zappé Bolloré absurde vu que Canal+ fait vivre le cinéma français et qu'il est fatigué que l'on traite de fascistes les dirigeants qui sont à la tête du groupe.
C'est sûr que quand ce n'est pas sa propre personne que l'on insulte de singe en 4K sur CNews, de la famille des grands singes, qu'on soit né au temps des colonies, il est difficile de comprendre que son employeur puisse être raciste, voire il est possible qu'il l'ait lui-même. En tout cas, depuis que le racisme est à la mode, il y a beaucoup de masques qui tombent. D'ailleurs, le racisme est tellement à la mode que certains signataires comme Juliette Binoche rétropédalent en déclarant à la presse regretter l'emploi du mot fasciste dans la tribune. Quant au rétropédalage de Jean-Pascal Zadi, face aux menaces de sanctions de Maxime Saada, on va en parler un peu plus tard. Au vu des nombreuses victimes camerounaises que Bolloré a laissées sans sourciller derrière lui dans ses entreprises africaines, il faut comprendre qu'on ne s'attaque pas à la réincarnation de Léopold II sans conséquence. La riposte de Bolloré va se faire à travers la déclaration de Maxime Saada, président du directoire de Canal+. Nous sommes le dimanche 17 mai 2026 en plein festival de Cannes. Un grand brunch réunit tous les producteurs influents de la profession. C'est là, devant le tout Hollywood à la française, que Maxime Saada, le grand patron de Canal+, prend la parole et fait une déclaration qui va faire trembler la croisette. Il annonce ne plus vouloir travailler avec des gens qui le traitent de crypto-fasciste. Quelques jours plus tard, lors de l'Assemblée générale du groupe Canal+, il va encore plus loin. Maxime Saada se défend formellement de vouloir créer une liste noire ou de traquer les signataires de la tribune zappé Bolloré. Mais dans la même phrase, il annonce l'instauration d'une nouvelle règle du jeu qui est la considération des gens vis-à-vis de Canal+, qui leur demande un financement. Pour justifier cette décision de couper les vivres à ceux qui attaquent le groupe, il utilise une métaphore fatale que tout le monde va retenir. Si quelqu'un chante chez vous, vous traite de fasciste et ensuite vous demande de l'argent, peut-être que vous ne lui donnerez pas d'argent. Et on va faire exactement pareil. Après ces déclarations, c'est la panique générale. La terreur de voir ses projets annulés s'empare des agences d'acteurs et de sociétés de production. Le scandale prend une telle ampleur politique qu'il atterrit direct à l'Assemblée nationale. Prise à partie par les députés dans un brouhaha total, la ministre de la Culture, Catherine Pégard, est obligée de monter au créneau. Elle recadre publiquement le patron de Canal+, qualifiant sa réaction de disproportionnée et appelle à ce que la raison et le dialogue puissent l'emporter sur les menaces. Face à cet incendie industriel qui menace de mettre des centaines de personnes au chômage, la Société des réalisatrices et réalisateurs de films tente de jouer les casques bleus. Elle publie un communiqué en urgence pour proposer une médiation entre les cinéastes effrayés et la direction de Canal+. Mais le mal est fait. Le message d'intimidation de Maxime Saada est passé 5 sur 5, ouvrant la voie à des rétropédalages très gênants comme l'a fait Juliette Binoche, ainsi que Jean-Pascal Zadi, dont on va aborder la problématique dès maintenant. L'épisode de Jean-Pascal Zadi est sans doute le cas le plus emblématique et le plus commenté des conséquences de la contre-attaque de Canal+. Il illustre parfaitement la violence du bras de fer financier qui se joue en coulisses. Au départ, la présence du nom du réalisateur Zadi au bas de la tribune, zappé Bolloré, est forte. Révélé au grand public avec son film Tout simplement noir, qui lui a valu le César du meilleur espoir masculin, Zadi s'est construit une image d'artiste engagé, traitant avec humour mais fermeté des questions de racisme et de représentation en France. Le fait qu'il signe un texte dénonçant l'emprise idéologique d'extrême droite et la machine à accélérer le fascisme de Vincent Bolloré paraissait totalement cohérent avec ses valeurs affichées. Cependant, comme beaucoup de créateurs français, Jean-Pascal Zadi travaille avec le groupe Canal+, et au moment où la polémique éclate, il est en pleine préparation de l'adaptation française de la mythique émission américaine Saturday Night Live, financée et prévue pour être diffusée sur Canal+, bien sûr. Du coup, lorsque Maxime Saada, le patron de Canal+, annonce publiquement qu'il va désormais évaluer le financement des projets en fonction du préjudice porté à Canal+, et de la considération portée par les personnes envers la chaîne, le message est clair. Ceux qui ont signé risquent de voir leur projet annulé et leur financement coupé. Ce qui fait que face à ces patrons qui sont Bolloré et Saada, Zadi était dans la sauce. Face au
risque de voir sa carrière et ses projets stoppés net. Ni une ni deux, Jean-Pascal fait machine arrière. Il s'excuse auprès de Canal+ et justifie son retrait de la tribune par une excuse qui va devenir virale. Il explique qu'il avait mal lu le texte et qu'il n'en avait pas saisi toute la portée ou le vocabulaire employé, notamment le mot fasciste. Vous vous imaginez bien que cette justification provoque un tollé sur le net. Et parmi les personnes qui ont commencé à insulter Zadi sur le net, il y a celui qui en loupe jamais une, Booba. Le duc de Boulogne, coutumier des clashs, saute sur l'occasion pour attaquer frontalement le réalisateur via un tweet qui insulte Zadi de nègre de maison et l'accusant de se soumettre au grand patron blanc Bolloré pour préserver ses intérêts financiers, reniant ainsi ses combats passés. Eh oui, car il y a le de maison qui sait lire, et il y a le nègre de maison illettré, le Zadi. Zadi oui, Zadi non. J'avais mal lu. J'avais les chicots dans le champ de vision. Franchement, je suis pas très fan des différentes sorties de Booba. Et là, je suis obligée de lui donner le point. Parce que là, le move de Zadi, j'ai pas compris. Car au vu de l'audience de ces projets qui sont majoritairement des personnes issues de l'immigration ou de gauche, pour moi, c'est un move complètement insensé ce qu'il a fait. Parce que combien même à cause de la tribune, il perd les financements de Bolloré, mais conserve son public, il peut rebondir. Si un Willem a réussi à faire un film avec des petits financements, c'est pas un Zadi qui ne va pas pouvoir faire mieux. Mais s'il conserve ses gros financeurs, mais que le public n'est plus là, va aller nulle part avec l'argent de Bolloré. Qui va regarder? À part les 2 ou 3 moutons noirs là dans les marées blanches de la droite. Moi, ça me désole parce que je suis très fan du travail de Jean-Pascal. Et c'est pas parce qu'un Mouloud Archour réussit à maintenir sa carrière en travaillant depuis des années avec Canal+, en ne faisant aucune vague, bien évidemment, que ça va être aussi le cas pour lui. C'est pas la même chose. Bref, en tout cas, moi, j'espère qu'il va pouvoir se retourner de cette situation et s'échapper surtout de l'emprise de Bolloré. Parce que ça va pas lui faire du bien. Mais vraiment pas. Aujourd'hui, où en est-on? En France, quand on touche au portefeuille et au contrat de travail, ça finit toujours au tribunal. La Ligue des droits de l'homme et la CGT Spectacle ont attaqué le groupe Canal+ en justice pour discrimination suite aux menaces de boycott de Maxime Saada. Selon eux, le groupe de Vincent Bolloré a franchi une ligne rouge en menaçant de priver de travail des professionnels sur la base de leur opinion politique et syndicale. La Ligue des droits de l'homme rappelle une règle fondamentale. Aucune entreprise n'a le droit de censurer ou de blacklister des travailleurs sous prétexte qu'ils critiquent leur patron ou la ligne idéologique de l'actionnaire. Mais le plus ironique dans cette histoire de boycott, c'est que Maxime Saada a peut-être braqué une arme sans balle. Son coup de pression a provoqué un gigantesque effet Streisand. Au lieu de faire taire la fronde, ces menaces l'ont amplifié. La tribune est passée de 600 à plus de 3800 signatures. Et là, les mathématiques posent un énorme problème à Canal+. Le collectif Zappé Bolloré a fait les comptes. Sur les 56 films français présentés à Cannes cette année-là, 48 comptent au moins un signateur de la tribune à leur générique. Autrement dit, si Canal+ met vraiment sa menace de boycott à exécution, la chaîne ne pourra presque plus financer ni diffuser de films français. Vincent Bolloré se tirerait littéralement une balle dans le pied. Bref, le divorce idéologique est total, mais les deux parties sont condamnées à cohabiter. Le cinéma français a viscéralement besoin de l'argent de Canal+ pour exister et Canal+ a viscéralement besoin des films français pour garder ses abonnés. Reste à savoir si la justice tranchera en faveur du chéquier ou de la liberté d'expression. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère vous avoir suffisamment éclairé sur tout ce qui se passe actuellement autour du mouvement Zappé Bolloré. Et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et le booster. Ça m'aide énormément pour plus de visibilité. Si vous souhaitez me connaître plus personnellement, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Coco Baiko. Bye!